Marc Lefebvre se frottait les mains calleuses tout en attendant, assis à la table de la cuisine, alors que l'horloge murale dépassait 20h30. Sandrine était encore en retard. Après 18 ans de mariage, il pouvait autrefois régler sa montre sur ses habitudes, ou du moins, c'était le cas avant. Le gratin de lasagne qu'il avait préparé, son plat préféré, refroidissait dans le four. À 42 ans, le corps de Marc portait le poids de ses années passées à l'usine sidérurgique de la région. Son poste de contremaître avait ses privilèges, mais la fin de l'usure physique n'en faisait pas partie. Ses larges épaules s'affaissèrent légèrement lorsqu'il consulta à nouveau son téléphone. Aucun message, sans doute encore les bouchons sur la 31, murmura-t-il pour lui-même. C'était une habitude qu'il avait développée ces derniers temps. Parler aux pièces vides de leur pavillon de banlieue lui semblait moins pathétique que d'admettre qu'il se sentait terriblement seul au sein de son propre mariage. Quand la porte d'entrée s'ouvrit enfin à 21h15, Sandrine entra dans un nuage d'un parfum qu'il ne reconnut pas. « Désolée pour le retard », dit-elle sans croiser son regard, la réunion de service a duré une éternité. Marc se leva pour l'embrasser, mais elle se détourna, ne lui offrant que sa joue. « J'ai besoin d'une douche, la journée a été épuisante », murmura-t-elle en s'éloignant. Il la regarda disparaître à l'étage, remarquant la façon dont elle serrait son téléphone contre elle. Cela faisait maintenant 3 mois qu'il n'avait pas fait l'amour. 3 mois d'excuses, de migraines, d'épuisement et de stress. L'intimité qui autrefois coulait de source s'était évaporée, remplacée par des interactions mécaniques qui les faisaient ressembler davantage à des colocataires qu'à des amants. « Tu es paranoïaque », se dit-il. Sandrine travaillait dur dans son cabinet d'assurance. Tout le monde était stressé de nos jours, mais le dîner de ce soir-là suivit le scénario de leur nouvelle normalité. Sandrine picora sa nourriture tout en faisant défiler l'écran de son téléphone. Lorsqu'un message arriva, elle laissa échapper un rire, un vrai rire sincère, le genre qu'il n'avait pas entendu de sa part depuis des mois, avant de détourner rapidement l'écran lorsqu'il jeta un coup d'œil. « C'est qui ?» demanda-t-il d'un ton désinvolte. « Juste Karine du boulot, tu sais comment elle est ?» répondit-elle. Un peu trop vite. Elle n'avait jamais mentionné de Karine auparavant. Cette nuit-là, allongé à côté du corps endormi de sa femme, Marc fixa le plafond. La distance entre semblait physique, mesurable, à peine 15 cm de matelas, mais c'était comme s'il y avait des kilomètres. Le son rythmé de sa respiration le réconfortait autrefois, mais désormais, il soulevait des questions qui lui rongeaient les sangs. Le téléphone de Sandrine s'éclaira brièvement sur la table de chevet avec un message entrant. Il était presque minuit. Qui envoie un message à une agente d'assurance à minuit? Sa main tressaillit, tentait de s'emparer de l'appareil pour en avoir le cœur net. Au lieu de cela, il serra le poing jusqu'à ce que ses ongles s'enfoncent dans sa paume. La semaine dernière, elle avait prétendu travailler tard 3 soirs de suite. Mais quand il avait appelé son bureau le 3e soir, la vraie Karine lui avait dit que Sandrine était partie dès 17h. Confrontée à cela, Sandrine avait balayé l'affaire d'un revers de main, parlant d'un malentendu et affirmant qu'elle travaillait dans un café près du bureau où le réseau passait mal. Il avait hoché la tête, acceptant le mensonge parce que l'alternative aurait tout brisé. Marc s'était sacrifié pour ce mariage. Il avait refusé une opportunité de direction à Lyon parce que Sandrine ne voulait pas quitter sa famille. Il avait enchaîné les heures supplémentaires pour payer l'apport de cette maison. Il avait construit la terrasse de ses propres mains parce qu'elle voulait un endroit pour recevoir des amis qui ne venaient d'ailleurs presque plus. Maintenant, son téléphone brillait à nouveau dans l'obscurité. « Et si je n'imaginais rien ?» chuchota-t-il dans le noir. Marc fixa le téléphone de Sandrine, ses doigts tremblants à quelques centimètres.
Un geste, un glissement. 2 doigts, et il saurait. Finalement, il se retira et se détourna. Si elle cache quelque chose, grommela-t-il la mâchoire serrée, je le découvrirai de la bonne manière. Marc était assis dans sa voiture devant l'agence Morel. Investigation, l'estomac noué par l'acidité. 3 jours de débats internes. L'avait mené ici, dans ce bureau anonyme au store délavé et à l'enseigne. Discrète. Il regarda sa montre, 7h30 du matin. Son service ne commençait qu'à midi. Personne ne remarquerait son absence. À l'intérieur, la poignée de main de Jean-Pierre Morel fut ferme, ses yeux dépourvus de tout jugement. Le bureau sentait le café et le vieux papier. Je n'aurais jamais pensé en arriver là, dit Marc, détestant la fragilité de sa voix. Personne ne le pense jamais, répondit Morel avec un hochement de tête entendu, mais parfois, on a besoin de tranquillité d'esprit. Ces mots résonnèrent pendant que Marc signait le chèque pour les honoraires de départ. 2000 €, près d'un mois d'économie, pour ce qu'il espérait secrètement n'être que la preuve de sa propre folie. Morel lui promit des nouvelles rapidement. Le premier rapport arriva plus vite que prévu. À peine 48 heures plus tard, Marc était assis dans sa voiture pendant sa pause déjeuner, fixant une pièce jointe dans un email. Son pouce resta suspendu au-dessus du bouton de téléchargement pendant 3 longues minutes avant qu'il ne clique. Les photos se chargèrent. Une à une. La voiture de Sandrine garée devant une salle de sport. Sandrine. Rencontrant un homme sur le parking, grand, plus jeune, portant des vêtements coûteux. Rien de définitif, mais assez pour enfoncer le couteau un peu plus loin. 3 jours plus tard, Morel porta le coup de grâce en personne. Je suis désolé, dit-il en faisant glisser une enveloppe Kraft sur son bureau, il y a aussi une vidéo. Les mains de Marc tremblaient en examinant le contenu. Sandrine avec le même homme entrant dans leur propre maison à 13h14 un mardi, alors que Marc faisait des heures supplémentaires. D'autres photos suivaient, la BMW de l'homme dans leur allée, Sandrine et l'individu s'enlaçant sur le perron, et enfin, à travers la fenêtre de la chambre, Sandrine et son amant dans le lit de Marc. Leur lit. La trahison était d'autant plus cuisante qu'elle l'avait ramené chez eux. Pas dans un hôtel anonyme ou chez lui, mais dans leur foyer, là où Marc avait posé un nouveau parquet l'été dernier, là où il parlait de fonder une famille avant que Sandrine ne décide que sa carrière demandait plus de temps. Il s'appelle Damien Roche, expliqua Morel. En désignant la photo, un conseiller financier. Il a rencontré votre femme par l'intermédiaire d'un client. Ce soir-là, Marc regarda Sandrine préparer le dîner, s'affairant dans la cuisine comme si de rien n'était. Il étudiait ses gestes avec une curiosité détachée, comme s'il observait une actrice dans une pièce de théâtre. Tu travailles beaucoup tard en ce moment, dit-il sur un ton de conversation, notant comment ses épaules se tendirent de manière presque imperceptible. C'est la fin du trimestre, répondit-elle avec assurance, tu sais comment c'est. Ça doit être dur, acquiesça Marc, surtout ces soirées tardives le mardi. Son hésitation ne dura qu'une milliseconde. Le pire jour de la semaine, les rendez-vous clients s'enchaînent, répondit-elle. Les yeux fixés sur les légumes qu'elle découpait. Le mensonge coulait de ses lèvres avec une facilité déconcertante. À cet instant, quelque chose en Marc. Quelque chose de chaleureux et d'optimiste, mourut définitivement. La rage qu'il attendait ne vint pas. Au lieu de cela, un calme étrange l'envahit, refroidissant son sang et éclaircissant son esprit. Il ne hurlerait pas, il ne supplierait pas pour obtenir des explications, il ne lui donnerait pas la satisfaction de le voir brisé. Plus tard, seul dans sa voiture, Marc regarda de nouveau la vidéo. Sandrine riant avec Damien dans leur cuisine, buvant du vin dans les verres qu'ils avaient reçus comme cadeau de mariage. Sandrine le guidant à l'étage.
Les sons captés par le micro directionnel de Morel à travers la fenêtre ouverte ne laissaient aucune place à l'imagination. Marc ferma la vidéo et fixa son reflet dans l'écran sombre de son téléphone. Le visage qui lui répondait semblait plus vieux, plus dur. L'homme naïf qui s'était assis dans le bureau de Morel quelques jours plus tôt avait disparu, remplacé par quelqu'un avec de l'acier dans les veines. « Si tu penses m'avoir humilié, Sandrine, chuchota-t-il dans l'obscurité, tu n'as encore rien vu. » Il démarra le moteur. Sa décision était prise. Cela ne se terminerait pas par de simples papiers de divorce et des avocats. Sandrine avait souillé leur maison, leur mariage, leur vie. Elle méritait plus qu'une rupture nette. Elle méritait de tout perdre, tout comme lui. L'atelier en sous-sol d'Arnaud sentait la soudure. Et les circuits imprimés. Les néons bourdonnaient au plafond pendant que Marc terminait d'expliquer la situation, sa voix plate et dénuée d'émotion comme s'il lisait un manuel technique. « Bordel, Marc, dit Arnaud en remontant ses lunettes, je suis désolé, mon pote. » Marc haussa les épaules. Le regret ne répare rien, répondit-il froidement. Ils étaient amis depuis le lycée, Marc étant parti travailler à l'usine tandis qu'Arnaud avait fait une école d'électronique. Aujourd'hui, Arnaud dirigeait sa propre entreprise de sécurité, installant des systèmes pour les particuliers et les commerces de la ville. « Qu'est-ce que tu cherches à faire exactement » demanda Arnaud avec prudence. « Je veux tout voir » répondit Marc, chaque instant où il pense être seul. Chaque mensonge, chaque trahison. Arnaud l'étudia longuement. La surveillance, c'est une chose. Ce que tu feras après, c'est ton affaire, mais je dois être sûr que tu ne prévois rien d'illégal, insista-t-il. Marc soutint son regard. Rien d'illégal, juste la vérité. Une vérité publique et cinglante. Autour de quelques bières, ils tracèrent le plan. Des caméras sans fil caché. Dans les détecteurs de fumée, les bouches d'aération et les coins de bibliothèque. Une surveillance à distance via le téléphone de Marc. Des sauvegardes sur un cloud auquel lui seul aurait accès. Et les dispositifs de fumée, demanda Arnaud en pointant cette section du schéma. L'expression de Marc resta de marbre. De la fumée de spectacle, non toxique, activable à distance, comme celle qu'ils utilisent pour les exercices d'incendie ou les pièces de théâtre. Arnaud hocha lentement la tête. Je peux fabriquer ça. Des petites cartouches assez puissantes pour remplir une pièce en quelques secondes. Mais Marc, c'est sophistiqué comme plan, observa-t-il les sourcils levés. Elle ne s'est pas contentée de me tromper, répondit Marc, laissant filtrer pour la première fois une émotion, elle l'a ramenée dans notre maison. Là où nous avons construit notre vie, là où j'ai. Il s'arrêta pour reprendre contenance. Il ne s'agit pas seulement de les attraper. Il s'agit des conséquences. L'installation prit 3 jours, Marc travaillant pendant que Sandrine était au bureau. Arnaud plaça des caméras dans le ventilateur de plafond de la chambre, derrière la télévision du salon, dans le détecteur de fumée du couloir et au-dessus des placards de la cuisine. Les émetteurs de fumée, déguisés en grille d'aération, furent installés dans le couloir de la chambre et le salon. Teste le flux vidéo, ordonna Arnaud depuis la chambre. Marc vérifia son téléphone de l'extérieur. L'application affichait 4 angles différents, d'une clarté cristalline. Il voyait Arnaud faire signe de la main. Sous différents angles. Parfait, confirma Marc. Ce soir-là, Marc agit. Normalement quand Sandrine rentra. Il l'embrassa sur la joue, lui demanda comment s'était passée sa journée. Il suggéra même qu'ils regardent un film. Ensemble, ce qu'ils n'avaient pas fait depuis des mois. Sandrine sembla surprise, puis méfiante, mais finit par se détendre sur le canapé à ses côtés. Pendant un instant, alors qu'elle baissait sa garde, elle ressemblait à la femme qu'il avait épousée, belle,
chaleureuse, présente. Le pincement au cœur de Marc le surprit. « Tout va bien ?» demanda-t-elle en le surprenant à la fixer. « Tout va bien », mentit-il, égalant son propre talent pour la tromperie. Le lendemain apporta le premier test du système. Sandrine appela pour dire qu'elle travaillerait tard. Marc regarda son téléphone alors qu'elle arrivait chez eux à 17h30, passait 2 appels, puis laissait entrer Damien par la porte de derrière à 18h15. La caméra de la chambre filma tout. Leur étreinte, leurs vêtements jetés au sol, leur rire moqueur à propos d'eux. Marc qui travaillait de nuit. Le son était assez net pour entendre Sandrine dire à Damien à quel point il était meilleur, et que Marc ne la satisfaisait plus. Depuis longtemps. Marc regarda la scène sans passion, enregistrant les séquences, cataloguant chaque trahison. Quand ils passèrent sous la douche, il changea d'angle de caméra, clinique dans son observation. Au travail, Marc maintenait sa routine. Il plaisantait avec ses collègues, discutait des plans du week-end et supervisait son équipe avec la même attention aux détails. Personne ne soupçonnait la rage glacée qui bouillonnait sous son calme apparent. À la maison, il jouait le mari dévoué, suggérant même de prévoir un petit week-end en amoureux pour se retrouver. Sandrine accepta, semblant soulagée par son apparent aveuglement. Au cours des 2 semaines suivantes, Damien vint 6 fois. Chaque rencontre fut enregistrée, sauvegardée et copiée. Marc apprit leur habitude, leurs préférences, leur emploi du temps. Puis, son détective privé l'appela avec une nouvelle. Sandrine avait posé son vendredi, tout comme Damien. Un long week-end pendant que Marc était censé travailler. Ce soir-là, Marc regarda le flux en direct alors que Sandrine envoyait un message à Damien. Il sourit froidement devant son écran face à son excitation évidente. « Danse. Tant que tu le peux encore, » murmura-t-il, le rideau va bientôt tomber. Jeudi après-midi, l'appel arriva pendant la pause déjeuner de Marc. La voix de Jean-Pierre Morel était brève. Ils sont chez vous. Arrivés séparément, à 5 minutes d'intervalle, rapporta Théil rapidement. Le pouls de Marc resta stable. Alors qu'il vérifiait son téléphone. Le flux de la chambre les montrait déjà. Déshabillé, Sandrine riant alors que Damien lui embrassait le cou. Il ferma l'application. Lefebvre, appela Théil son adjoint, je dois partir. Urgence familiale. Le trajet jusqu'à la maison prit 17 minutes. Marc se gara à 2 pâtés de maison, sous l'ombre d'un grand tilleul d'où il avait une vue dégagée sur sa maison sans être immédiatement repéré. Il sortit son téléphone et ouvrit à nouveau l'application de surveillance. Ils étaient toujours au lit. Sandrine sur Damien, le dos tourné à la caméra. L'audio captait chaque murmure. Marc regardait avec un détachement clinique, attendant le moment parfait. Madame Aubert, l'institutrice à la retraite du voisin, arrosait son jardin. En face, le fils adolescent des voisins lavait sa voiture. 3 maisons plus loin, Antoine, l'ami de Marc avec qui il buvait parfois un verre, taillait ses haies. Des témoins. Il y avait plein de témoins. Marc ouvrit une seconde application, le contrôleur personnalisé qu'Arnaud avait conçu. 4 émetteurs de fumée, chacun avec son propre interrupteur d'activation. Il prit une profonde inspiration, se concentra et appuya sur les 4 simultanément. À l'écran, l'effet fut immédiat. Une épaisse fumée blanche jaillit des bouches d'aération, remplissant la chambre en quelques secondes. Sandrine hurla. Damien cria. Ils se précipitèrent pour trouver leurs vêtements, mais ne trouvèrent que le chaos. Dans la pièce qui s'obscurcissait. Au feu, cria la voix de Sandrina. Travers le haut-parleur. Il faut sortir. Marc sortit de sa voiture et commença à marcher calmement vers sa maison. De sa position, il voyait déjà Madame Aubert au téléphone, appelant probablement les pompiers.
Le jeune voisin s'était arrêté de laver sa voiture, les yeux fixés sur la maison de Marc d'où s'échappait une fumée visible par la fenêtre de la chambre. La porte d'entrée s'ouvrit brusquement. Sandrine sortit la première, totalement nue, toussant violemment, les yeux écarquillés par la panique. Damien suivit quelques secondes. Plus tard, tenant tant bien que mal un oreiller devant son entrejambe. L'expression déformée par la terreur pure. Pendant 3 secondes cruciales, ils restèrent exposés sur la pelouse avant, désorientés par l'air frais. L'adrénaline. Puis, la réalité les frappa, il n'y avait pas de flamme, juste de la fumée, et ils se tenaient nus en plein jour à la vue de tous. Sandrine vit Madame Aubert en premier, la vieille dame la bouche bée de choc. Puis le jeune voisin, qui tenait déjà son téléphone pour filmer. À ce moment-là, les voisins des maisons alentour sortaient, attirés par le vacarme. Et enfin, elle vit Marc, qui remontait lentement le trottoir, son expression parfaitement et terriblement calme. Marc, sa voix craqua d'horreur, je. Au feu. Les pompiers arrivent, dit-il assez fort pour que tout le monde entende. On dirait qu'il y avait beaucoup de fumée, mais pas de véritable incendie. C'est curieux. Damien essaya de retourner vers la maison, mais Antoine et un autre voisin s'avancèrent pour lui bloquer le passage. C'est lui, hein, demanda Antoine à Marc en saisissant le bras de Damien. Celui dont tu m'as parlé? Marc hocha la tête, ses yeux ne quittant jamais le visage de Sandrine. C'est lui, confirma-t-il froidement. Damien se débattit alors qu'Antoine et l'autre voisin le bousculaient un peu, lui faisant lâcher son oreiller, le laissant nu devant la foule grandissante et les téléphones qui filmaient. Vous n'avez pas le droit, bafouilla Damien, du sang perlant à sa lèvre. Je n'ai rien fait. Répondit calmement Marc, c'est vous qui avez fait ça, tous les deux. Sandrine était tombée à genoux, essayant de se couvrir, les larmes coulant sur son visage. S'il te plaît, Marc, supplia-t-elle, s'il te plaît, arrête ça. Il s'accroupit près d'elle, sa voix basse mais portant dans le silence qui s'était installé parmi les spectateurs. Tu pensais m'humilier dans ma propre maison, dit-il, maintenant, toute la ville voit ce que tu es vraiment. Le camion de pompiers arriva 5 minutes plus tard, suivi d'une patrouille de police. À ce moment-là, Marc avait récupéré une couverture chez Madame Aubert. Pour Sandrine, ses gestes paraissant compatissants aux yeux des observateurs. Damien avait réussi à attraper son pantalon à l'intérieur, mais restait torse nu, menotté pour trouble à l'ordre public après avoir tenté de frapper Antoine. Le capitaine des pompiers détermina rapidement qu'il n'y avait pas de feu, juste un système de fumée qui s'était déclenché. Marc expliqua qu'il l'avait installé récemment après une petite frayeur dans la cuisine. Sacré timing, remarqua le capitaine en regardant Marc d'un air suspicieux. Très chanceux. Effectivement, acquiesça Marc d'un hochement de tête solennel. Ce soir-là, seul dans sa chambre d'un petit hôtel de province où il avait pris une chambre, Marc monta méthodiquement les images. Il combina les scènes de la chambre avec le chaos du jardin, ne floutant que ce qui était légalement nécessaire. Le fichier dura un peu plus de 7 minutes, une preuve concise et indéniable. Il l'intitula simplement « La vérité ». D'un clic, il le téléchargea sur 3 plateformes différentes, puis envoya les liens à tous les contacts du répertoire de Sandrine qu'il avait copié des mois auparavant. Alors que le nombre de vues commençait à grimper, Marc ferma son ordinateur et s'allongea sur le lit, s'autorisant enfin à ressentir quelque chose. Pas de la satisfaction exacte, mais la certitude tranquille que l'équilibre avait été rétabli dans son univers. La vidéo se propagea dans la ville comme une traînée de poudre. Le lendemain matin, elle comptait 20 000 vues. Le soir même, plus de 100 000. La presse locale ne pouvait pas en rendre compte directement, mais des références vagues à un incident d'indécence publique remplirent les ondes, poussant encore plus de curieux à chercher en ligne.
Marc retourna chez lui le lendemain pour découvrir que Sandrine était partie, emportant le strict nécessaire. Une simple note sur le comptoir de la cuisine disait « Comment as-tu pu ?» Il la froissa. Sans répondre. 3 jours plus tard, la sœur de Sandrine appela, la voix tendue par une colère contenue. « Elle est chez moi, dit-elle, elle veut venir chercher le reste de ses affaires. La porte sera ouverte de 9h à 17h demain, répondit Marc uniformément, je ne serai pas là. C'est cruel, Marc. Même si elle a fait une erreur, commença-t-elle, mais... Marc l'interrompit. Une erreur, c'est oublier un anniversaire, trancha-t-il. Ce qu'elle a fait était un choix répété, chez moi. La sœur n'eut rien à répondre à cela. Au travail, Marc recevait des hochements de tête respectueux de la part des hommes qui avaient vu la vidéo. Personne n'en parlait directement, mais leur regard exprimait de la compréhension, voire de l'approbation. Les femmes évitaient son regard, mal à l'aise face à sa vengeance. Calculée, mais incapable de défendre les actes de Sandrine. La procédure de divorce avança rapidement. L'avocat de Marc présenta les preuves du détective privé, les photographies et vidéos professionnelles, pas les images virales. Sandrine n'avait aucun levier, aucune prétention à une prestation compensatoire. Étant donné que son infidélité était documentée. Marc garda la maison, sa pension et sa dignité. La vie professionnelle de Sandrine s'effondra en même temps que son mariage. Son cabinet d'assurance, soucieux de son image de marque dans une petite ville, mit fin à son contrat. Damien ne s'en sortit pas mieux. Sa firme financière le mit à pied avant de lui demander discrètement sa démission. 2 semaines après l'incident, Marc reçut un message d'un numéro inconnu, c'était la femme de Damien, le remerciant d'avoir exposé l'affaire. Elle était partie avec leurs enfants chez ses parents en Bretagne. Au moins, quelqu'un a eu le courage de dire la vérité, disait son message. Marc ne répondit pas. Sandrine tenta une réconciliation une fois, apparaissant à sa porte tard un soir, les yeux rougis et la voix tremblante. On pourrait essayer une thérapie, suggéra-t-elle, 17 ans, Marc, ça ne compte pas. Il étudia son visage, toujours beau, toujours familier, mais ne ressentit rien d'autre qu'une reconnaissance vide. Ça comptait énormément, répondit-il. Calmement, c'est pour ça que j'ai fait ce que j'ai fait. Tu m'as humilié. Son sang-froid craqua. J'ai tout perdu, cria-t-elle, la voix brisée. Tu as choisi cela, dit Marc sans jamais hausser le ton, j'ai juste fait en sorte que tu ne puisses pas le cacher. Après son départ, Marc resta seul dans la cuisine vide, écoutant le silence. Plus de faux-semblants, plus de mensonges. La maison semblait plus vaste sans sa présence, sans le poids de la tromperie. Il ouvrit une bière et traversa chaque pièce, reconnaissant les souvenirs mais refusant d'être hanté par eux. Dans la chambre, il avait remplacé le matelas et réarrangé les meubles. Il ne restait rien de leur vie commune, excepté les murs qui l'avaient abrité. Marc s'assit sur le bord de son nouveau lit, but une longue gorgée de bière et chuchota à la pièce vide, la liberté a un prix. Elle a payé le sien. 6 mois passèrent. L'hiver céda la place au printemps, apportant une nouvelle pousse dans les parterres de fleurs que Sandrine entretenait autrefois. Marc les laissa se remplir de fleurs sauvages à la place, indomptées et honnêtes dans leur désordre. La vidéo était depuis longtemps sortie de l'intérêt public, mais son impact demeurait. Sandrine avait quitté la ville pour s'installer à Nantes, selon des amis communs qui parlaient encore au 2. Damien avait totalement disparu des commérages locaux. Il n'existait plus que comme les personnages d'un conte moral dont on chuchotait l'histoire. Dans les bars et les clubs de lecture, Marc se retrouva l'objet inattendu de l'attention de plusieurs femmes célibataires de la ville. Il déclina toutes les avances, non par loyauté envers le souvenir de Sandrine, mais par un nouveau confort trouvé dans la solitude.
Le silence de sa maison n'était plus un manque. C'était une présence, une paix, une possibilité. Ce soir, il était assis sur sa terrasse arrière, celle qu'il avait bâtie de ses mains, regardant les étoiles apparaître dans le ciel s'obscurcissant. Une bière reposait à ses côtés, à moitié finie et oubliée alors qu'il contemplait l'année écoulée. La vengeance ne l'avait pas guéri, pas complètement. La cicatrice restait là, une marque dure sur son cœur, mais elle avait rétabli l'équilibre dans son monde. Sandrine avait tenté de faire de lui un imbécile, la chute d'une blague qu'il n'était pas censé entendre. Au lieu de cela, il avait réécrit la fin. À l'usine, on l'avait promu contremaître principal. Son sérieux, son calme sous la pression, des qualités forgées dans le feu de la trahison, avaient impressionné la direction. La vie avançait, un pas solide après l'autre. Parfois, il se demandait s'il était allé trop loin, si l'humiliation publique dépassait le crime de la trahison privée. Mais alors, il se souvenait de Sandrine dans leur lit avec Damien, riant de son ignorance, et le doute s'évanouissait. Les gens disent que la vengeance est vaine, dit Marc au ciel nocturne, peut-être qu'ils ont raison. Mais quand elle a choisi la tromperie, elle a brûlé le pont. Tout ce que j'ai fait, c'est l'éclairer pour que tout le monde puisse voir les flammes. Il finit sa bière d'un trait et ne regretta pas une seule étincelle. Et voilà, nous sommes arrivés.